Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On s'attaque aujourd'hui au rapport 2024 de l'ACSM sur l'état de la santé mentale au Canada. Ah oui, un rapport important. Absolument. Et cette plongée est d'ailleurs facilitée par l'Association des commissions des accidents du travail du Canada. On va plonger dans ce rapport ensemble et je crois qu'il y a des choses vraiment importantes à y découvrir. Oui, tout à fait. Ce qui est frappant dès le départ, c'est ce contraste. Le contraste. Oui. Le Canada est signataire de tous ces traités de l'ONU qui reconnaissent le droit à la santé, incluant la santé mentale. Mais quand on regarde la situation actuelle sur le terrain, Ben oui, la réalité. exactement, on voit un écart important entre les engagements et ce qui se passe vraiment. Intéressant. D'après le rapport, qu'est-ce qui explique cet écart? La CSM met de l'avant 3 points principaux. Tout d'abord, le financement est insuffisant. Ah oui. Les provinces et les territoires consacrent seulement 6,3% de leur budget de santé à la santé mentale. C'est minime. C'est vraiment peu, 6,3%. Imaginez, en cas de crise cardiaque, on vous annonce que seulement 6% du budget de l'hôpital est dédié aux soins cardiaques. Ouf, ça met les choses en perspective. Absolument. Et ce manque de financement a un impact direct sur l'accès aux services. Le deuxième point soulevé par la CSM, l'accès varie énormément d'une province à l'autre. Et les inégalités sont encore plus criantes pour les populations autochtones et racisées. Oui, on entend souvent parler de ces inégalités. Est-ce que le rapport donne des exemples concrets? Oui, absolument. Prenons le Nunavut, par exemple. Le taux de suicide y est 5 à 25 fois plus élevé que dans le reste du Canada. C'est une situation vraiment tragique. Ah oui, c'est sérieux. Ça montre bien l'urgence d'agir. Et le rapport insiste aussi sur l'importance des déterminants sociaux. Les déterminants sociaux, c'est-à-dire? Ces facteurs qui influencent la santé mentale, au-delà des soins médicaux. On parle ici du logement, du revenu, de l'emploi, de la discrimination. Tous ces éléments ont un impact majeur. Donc, si on comprend bien, pour améliorer la santé mentale au Canada, il ne suffit pas d'investir dans les soins de santé. Non, c'est beaucoup plus complexe. Il faut une approche globale. Prenons l'exemple du logement. Oui. Avoir un toit adéquat, c'est essentiel pour la santé mentale. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est que l'accès à un logement abordable est de plus en plus difficile. Et ça a des conséquences directes sur la santé mentale. On voit bien le lien entre ces différents facteurs, effectivement. Mais revenons au rapport. Quel est le troisième point soulevé par la CSM? Le troisième point concerne la mesure des soins en santé mentale. D'accord. Les indicateurs actuels ne brossent qu'un portrait très superficiel du système. On manque de données. Un manque de données. Oui, surtout en ce qui concerne les services communautaires. C'est comme essayer de résoudre un problème sans avoir toutes les pièces du puzzle. Oui, ça complique les choses. Mais justement, est-ce que le rapport propose des solutions pour améliorer la situation? Heureusement, oui. La CSM formule plusieurs recommandations. Par exemple, augmenter les dépenses sociales et renforcer les mesures de soutien social. Concrètement? On parle notamment d'instaurer un revenu de base universel pour lutter contre la pauvreté. Un revenu de base universel, c'est une idée assez audacieuse. Est-ce que ça pourrait vraiment avoir un impact sur la santé mentale? La CSM le croit, oui. Un revenu de base permettrait de réduire la pauvreté et l'insécurité financière, qui sont des facteurs de risque importants pour la santé mentale. Ça donnerait une plus grande stabilité aux gens, une meilleure base pour prendre soin d'eux. C'est un point de vue intéressant, mais concrètement, comment on pourrait mettre en place un tel programme? Est-ce que c'est réaliste dans le contexte actuel? Bien sûr, il y a beaucoup de défis à relever. Mais l'ACSM souligne que plusieurs pays expérimentent déjà avec des programmes de revenus de base. Ah oui? Et les résultats préliminaires sont prometteurs. Au Canada, on pourrait commencer par des projets pilotes à petite échelle pour évaluer l'impact d'un tel programme. C'est d'une approche pragmatique. Et en plus du revenu de base, est-ce que les CSM proposent d'autres solutions? Oui, le rapport recommande également de recueillir des données plus complètes et de meilleure qualité. Il faut absolument améliorer la collecte de données, surtout en ce qui concerne les services communautaires, pour mieux comprendre les besoins et adapter les services en conséquence. Donc plus de données pour mieux cibler les interventions. Exactement. Et la CSM insiste aussi sur l'importance d'adopter une approche intersectionnelle, Intersectionnel. c'est-à-dire tenir compte des besoins spécifiques des différents groupes. On ne peut pas avoir une approche unique. Chaque groupe a des réalités et des besoins différents. C'est un point important. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les services répondent aux besoins de tous?
Il faut impliquer les communautés dans la planification et la mise en place des services. Il faut aussi former les professionnels de la santé aux réalités des différentes populations. Et surtout, il faut lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Oui, la stigmatisation empêche encore beaucoup de gens d'accéder aux services dont ils ont besoin. Exactement. Lutter contre la stigmatisation, c'est essentiel. Mais comment on fait ça concrètement? Il faut sensibiliser le public à la réalité de la maladie mentale. Parler ouvertement de nos expériences, sans honte ni tabou. Et il faut s'assurer que les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale aient accès à des ressources et à du soutien adéquat. Un beau message d'espoir. On sent qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais on voit aussi qu'il y a une réelle volonté d'améliorer les choses. Oui, c'est encourageant. On voit de plus en plus d'initiatives positives au Québec comme ailleurs au Canada. Il faut continuer sur cette lancée et travailler ensemble. Pour bâtir un système de santé mentale plus juste et plus équitable pour tous. Exactement. Et pour mieux comprendre ces initiatives, on va plonger plus en profondeur dans le rapport de la CSM. On va analyser les 5 catégories d'indicateurs qu'il propose. On commence tout de suite avec la première catégorie, le leadership gouvernemental et la gouvernance. Parfait. Dans cette catégorie, on s'intéresse aux investissements en santé mentale, à l'état des stratégies provinciales et territoriales, aux politiques de décriminalisation et de réduction des méfaits, et à l'état des lois sur la santé mentale. Et il y a des exemples concrets qui illustrent ces enjeux. Bien sûr. Par exemple, la Colombie-Britannique a été un leader en matière de réduction des méfaits. Ah oui? La province a déclaré l'urgence de santé publique face à la crise des opioïdes et a mis en place des programmes de vérification des drogues. C'est une initiative prometteuse. Est-ce que d'autres provinces ont emboîté le pas? Malheureusement, pas toutes. Et même en Colombie-Britannique, on constate un certain recul du soutien gouvernemental envers ces initiatives ces derniers temps. C'est un peu inquiétant. Oui, c'est dommage de voir ce recul. Yeah. Mais est-ce que le rapport mentionne des exemples positifs? Des provinces qui ont mis en place des mesures efficaces pour améliorer la santé mentale? Oui, absolument. Par exemple, le Québec a mis en place plusieurs mesures de réduction des méfaits pour lutter contre la crise des opioïdes. Comme les centres de consommation supervisés et les centres de prévention des surdoses, ces initiatives ont fait leurs preuves. Elles ont permis de sauver des vies. C'est encourageant de voir que des solutions existent et qu'elles fonctionnent. Mais est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions que le rapport explore? Oui, bien sûr. La CSM recommande notamment d'investir davantage dans la prévention. La prévention? Oui, on pourrait par exemple mettre en place des programmes de promotion de la santé mentale dès le plus jeune âge, Ah oui. dans les écoles, dans les familles. On pourrait aussi former les enseignants et les parents à reconnaître les signes de détresse psychologique chez les enfants et à intervenir rapidement. C'est une excellente idée. Intervenir tôt, c'est souvent la clé pour éviter que les problèmes ne s'aggravent. Mais est-ce que le rapport aborde la question de la stigmatisation? C'est un obstacle majeur pour beaucoup de gens qui hésitent à demander de l'aide. Oui, absolument. La CSM insiste sur l'importance de lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Il faut sensibiliser le public à la réalité de la maladie mentale et encourager les gens à parler ouvertement de leurs difficultés. On peut tous contribuer à changer les mentalités. Et à créer un environnement plus accueillant et plus bienveillant pour les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Tout à fait. C'est un message important. Merci de nous avoir partagé ces réflexions. On va poursuivre notre exploration du rapport de la CSM dans la prochaine partie de notre plongée. Restez à l'écoute. On a vu comment la Colombie-Britannique et le Québec ont pris des initiatives intéressantes en matière de réduction des méfaits. Mais comme on le disait, l'accès aux services de santé mentale, eh bien, ça varie beaucoup d'une province à l'autre. C'est vrai. Et ça doit créer des défis pour les gens qui doivent déménager d'une province à l'autre, surtout s'ils ont des besoins en santé mentale. Absolument. Imaginez devoir recommencer tout le processus d'accès aux soins à chaque déménagement. C'est épuisant. Oui, c'est décourageant. Ça peut décourager les gens de demander de l'aide. La CSM souligne d'ailleurs l'importance d'une meilleure harmonisation des services entre les provinces. Pour faciliter les transitions. Exactement. C'est une excellente suggestion. Une meilleure coordination entre les provinces pourrait faire une grande différence pour les personnes qui ont besoin de soutien. Mais si on se concentre sur le Québec, est-ce qu'il y a des aspects du rapport qui s'appliquent plus particulièrement à notre province? Oui, bien sûr. Le rapport souligne que le Québec a des forces en matière de santé mentale. Des forces. Oui, des forces indéniables. Par exemple, on a une stratégie provinciale assez solide et les investissements sont importants. Mais il y a aussi des défis à relever. Comme quoi, par exemple? La CSM soulève la question de la transparence. La transparence. Oui, malgré les investissements importants,
Le budget provincial et l'accord bilatéral de 2023 ne détaillent pas vraiment comment les fonds sont alloués, comment ils sont utilisés. On ne sait pas vraiment où va l'argent. Ah oui, c'est vrai que ça manque de clarté. Et est-ce que le rapport mentionne d'autres enjeux spécifiques au Québec? Oui. L'essor du secteur privé en santé. Le secteur privé. Oui. Cet essor a des conséquences sur l'accès aux soins. De plus en plus de professionnels de la santé mentale quittent le secteur public pour le privé. Où les conditions de travail sont souvent plus attrayantes, Exactement. ce qui risque d'aggraver le problème d'accès aux soins dans le réseau public. C'est un cercle vicieux. Effectivement. Et ce phénomène touche aussi les médecins de famille, qui sont déjà en nombre insuffisant au Québec. On en revient toujours à ce manque de ressources. Mais parlons un peu des initiatives positives au Québec. Est-ce que le rapport en mentionne? Oui, absolument. On a déjà parlé des mesures de réduction des méfaits mises en place par le Québec pour lutter contre la crise des opioïdes. Comme les centres de consommation supervisés, ce sont des initiatives qui ont fait leurs preuves. Le rapport souligne également que le Québec a exprimé son soutien à l'approvisionnement sécuritaire. L'approvisionnement sécuritaire. Oui. C'est très positif. Mais pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce concept, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bien sûr. L'approvisionnement sécuritaire, c'est une approche qui vise à offrir des substances de qualité contrôlées aux personnes qui consomment des drogues. L'objectif, c'est de réduire les risques de surdose. Les risques de contamination, c'est une approche qui suscite encore des débats, mais qui est de plus en plus reconnue comme une solution efficace. Pour lutter contre la crise des opioïdes. Exactement. D'accord, merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives positives au Québec que le rapport souligne? Oui. Le Québec a mis en place un programme de soutien aux revenus pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale graves et persistants. Ce programme, appelé Allocation d'emploi, offre un soutien financier et des services d'accompagnement pour aider ces personnes à retrouver une certaine autonomie. C'est encourageant. Et en matière de données, est-ce que le Québec fait bonne figure? Disons qu'il y a place à l'amélioration. Le rapport souligne un manque de données précises sur la prévalence des troubles de santé mentale au Québec. On a besoin de plus de données pour bien comprendre l'ampleur des besoins et pour mettre en place des solutions adéquates. C'est vrai que les données sont essentielles pour orienter les politiques publiques et les interventions sur le terrain. Mais au-delà du manque de données, quels sont les principaux obstacles à l'amélioration de la santé mentale au Québec, selon toi? Je dirais que la stigmatisation est encore un obstacle majeur. Beaucoup de gens hésitent à parler ouvertement de leurs problèmes de santé mentale, par peur d'être jugés ou discriminés. Il faut continuer à sensibiliser le public, à déconstruire les préjugés qui entourent la maladie mentale. Tout à fait. Il faut créer un environnement où les gens se sentent à l'aise de demander de l'aide, sans avoir honte. Mais au-delà de la stigmatisation, est-ce qu'il y a d'autres défis importants à relever? Oui, bien sûr. On a déjà parlé du manque de financement, mais il y a aussi un manque de ressources humaines en santé mentale. On a besoin de plus de psychologues, de psychiatres, de travailleurs sociaux, d'infirmières spécialisées en santé mentale. Et il faut aussi s'assurer que ces professionnels soient bien formés, bien outillés, pour répondre aux besoins diversifiés de la population. C'est un défi de taille. Former et recruter suffisamment de professionnels qualifiés, ça prend du temps et des ressources. Mais est-ce qu'il y a des solutions à court terme pour améliorer l'accès aux services? Oui. On pourrait par exemple miser davantage sur les technologies de l'information et de la communication. La télésanté, par exemple? La télésanté. Oui. Ça permet d'offrir des services de consultation à distance, ce qui peut être très utile pour les personnes qui vivent en région éloignée ou qui ont des difficultés à se déplacer. C'est une excellente idée. La technologie peut vraiment jouer un rôle important pour améliorer l'accès aux soins. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions que tu aimerais explorer? Oui. Je pense qu'il est important de miser sur la prévention et la promotion de la santé mentale. On pourrait, par exemple, mettre en place des programmes de soutien pour les parents, pour les jeunes, pour les personnes âgées. On pourrait aussi promouvoir des saines habitudes de vie, comme l'activité physique, une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité. C'est vrai qu'on a tendance à se concentrer sur les soins curatifs. Mais la prévention est tout aussi importante. Investir dans la prévention, c'est investir dans le bien-être de la population à long terme. Merci pour toutes ces informations précieuses. On va conclure notre plongée dans le rapport de la CSM dans la prochaine partie de notre émission. Restez avec nous. Bon, on a exploré pas mal d'aspects du système de santé mentale au Québec. On a vu qu'il y a des défis importants à relever, mais aussi des initiatives intéressantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Quelles solutions on peut mettre en place? La fameuse question à 1 million de dollars. Heureusement, le rapport de la CSM nous donne des pistes de solutions intéressantes. On a déjà parlé de l'importance d'augmenter les dépenses sociales,
de renforcer les mesures de soutien social, d'investir dans la prévention. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau local, au Québec. Oui, on peut tous faire notre part. Quelles sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place? Par exemple, on peut améliorer l'accès aux services de première ligne, s'assurer que les gens puissent consulter un psychologue rapidement, sans attendre des mois, voire des années. L'attente, c'est un obstacle majeur pour les personnes en détresse. Oui, quand on s'en sent mal, on a besoin d'aide tout de suite. Attendre des mois, ça peut aggraver la situation. Exactement. Et puis, on peut miser sur la prévention. Promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge, dans les écoles, dans les familles, c'est essentiel. Apprendre aux enfants et aux ados à reconnaître leurs émotions, à gérer leur stress, à développer des relations saines. On ne parle pas assez de santé mentale avec les jeunes. On se concentre souvent sur les aspects physiques, mais la santé mentale est tout aussi importante. Absolument. Et bien sûr, on doit continuer à lutter contre la stigmatisation. Il faut que les gens se sentent à l'aise de parler de leurs problèmes de santé mentale, sans avoir peur d'être jugés. La stigmatisation est un frein énorme à la recherche d'aide. On a tous un rôle à jouer pour changer les mentalités. Tout à fait. En étant plus informés, en étant plus sensibles, en étant plus solidaires, on peut tous contribuer à créer un environnement plus inclusif, plus bienveillant pour les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. C'est encourageant. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on sent qu'il y a une volonté d'améliorer les choses. Et le rapport de la CSM nous donne des pistes pour passer à l'action. Oui. Donc en conclusion, on peut dire que la santé mentale, c'est l'affaire de tous. On a tous un rôle à jouer à notre échelle. Pour créer une société plus saine, plus juste. Absolument. Chaque geste compte. Un mot d'encouragement, une écoute attentive, un sourire. On peut tous faire une différence dans la vie de quelqu'un. Merci beaucoup pour votre expertise et pour votre optimisme. C'était vraiment inspirant. Merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce deep dive. On espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Prenez soin de vous et à bientôt.